1969. La ville est sous le choc. Une sordide affaire d'enlèvement bouleverse les habitants. Petit à petit, la peur se diffuse et gagne chaque foyer. Tout le monde ne parle bientôt plus que de cette inquiétante série de disparitions. Tout au long du mois de mai de cette année 1969, s'est répandu un bruit étrange à Orléans. Plusieurs jeunes femmes ont disparu mystérieusement. Elles se sont littéralement volatilisées, sans laisser aucune trace derrière elles. Puis 2, puis 6 magasins de prêt-à-porter féminins sont peu à peu identifiés comme étant à l'origine de ces disparitions. Le bruit court que ces établissements organisent le kidnapping des jeunes filles pour ensuite les prostituer. Point commun à toutes ces boutiques, tous leurs propriétaires sont juifs. En cette fin du mois de mai 1969, la peur a laissé place à la colère. Des attroupements ont lieu devant les boutiques et certains craignent que la situation ne dégénère. La vie des commerçants pourrait être menacée par la foule. Face à cette situation, que font les autorités? Où en est l'enquête de police? Que savent les enquêteurs de la police judiciaire de ces mystérieuses disparitions? Pour répondre à toutes ces questions, il faut se rendre à la République du Centre. Les archives de ce grand quotidien régional gardent la mémoire de cette sordide affaire. La police n'agit pas à l'époque pour une simple et bonne raison. Il n'y a rien. Il n'y a pas de personnes qui ont disparu. Cette affaire, c'est d'abord une rumeur absolument incroyable, inconcevable. Et la République du Centre, le 2 juin 1969, va prendre position, après que les journalistes aient entendu beaucoup de choses, va prendre position et affirmer que tout cela n'est pas authentique, que la seule chose qui est vraie, c'est qu'il y a des victimes et qu'elles vont déposer plainte. Ce qui agite Orléans à ce point n'est donc rien d'autre qu'une rumeur. Mais d'une telle puissance, d'une telle force, qu'elle secoue littéralement la population. C'est ce qu'on appellera la rumeur d'Orléans. Comment expliquer un tel phénomène? Comment a-t-il pu voir le jour? Pour la première fois en France, une équipe de chercheurs va venir enquêter sur le terrain, au moment même des faits. À la tête de ce groupe de scientifiques, le sociologue Edgar Morin. Toute l'équipe débarque à Orléans, missionnée par un fonds privé. Bernard Paillard fait alors partie du groupe. À l'époque, il est un tout jeune sociologue dont les techniques de travail sont révolutionnaires. Ce qu'on a fait, la première chose, c'est effectivement rencontrer les personnes directement atteintes, quoi. C'est-à-dire les commerçants, de discuter avec eux, mais aussi les personnes qui ont joué un rôle important dans ce qu'on peut appeler la contre-rumeur, c'est-à-dire qui ont essayé de contrer la diffusion de ces informations. Et puis, un troisième point, essayer de voir dans la population quelles ont été les personnes ou les milieux ou les franges de milieux qui ont été les plus atteintes par ces bruits. Bernard Paillard et ses collègues constatent rapidement que cette rumeur a beaucoup circulé dans les milieux jeunes de la ville. Le problème, c'est qu'on arrive en juillet, donc les lycées sont fermés, les facultés sont fermées, donc tous ces milieux de jeunes sont dispersés en vacances.
Donc il fallait essayer de remonter, de trouver des lieux où se réunissaient les jeunes. Alors ça a été les cafés, ça a été, par exemple, on a été au bowling pour essayer de discuter avec des gens, mais jamais de façon, disons, comment dirais-je, systématique comme entretien. C'est-à-dire qu'on commençait à nouer des contacts, parler un peu de tout. Et puis finalement on disait mais oui, mais alors ici à Orléans, il n'y a pas eu quelque chose, là on a entendu nous de Paris une rumeur, ah oui, et puis bon voilà, d'essayer de profiter de ça, de ce climat de convivialité, de confiance qui se nouait, disons, entre deux personnes, hein, ou entre nous et puis des groupes de jeunes, pour pouvoir essayer de comprendre si les gens avaient cru, pourquoi ils n'avaient pas cru, pourquoi ils avaient cru, par qui ils l'avaient appris, etc. En quelques jours, les sociologues identifient avec précision le scénario de la rumeur. Une jeune femme essaie des vêtements. Alors qu'elle est dans la cabine d'essayage, elle est droguée et kidnappée. Sous la cabine d'essayage, existe une trappe conduisant à un souterrain par lequel la victime est évacuée. Ce qu'on appelle alors la traite des blanches. Les chercheurs mutualisent leur prise de notes. Ces notes donneront corps par la suite à l'ouvrage d'Edgar Morin intitulé « La rumeur d'Orléans ». Dans cet ouvrage, Morin et son équipe décryptent les mécanismes qui se sont mis en place à travers cette rumeur. Tels des ethnologues, ils analysent de façon précise la viralité de cette rumeur et son impact sur la population. Ils racontent aussi comment, sur le terrain, ils tentèrent peu à peu de remonter aux origines de la rumeur. Le problème, disons, de l'origine d'une rumeur, on cherche toujours à savoir, mais qui? À qui profite le crime? En gros, c'est un peu ça. Et qui avait été le premier à diffuser cette rumeur, si ça se propage après, comme ça, par le bouche à oreille. Mais effectivement, c'est difficile, plus que difficile à trouver, même c'est impossible. Moi, ça me fait penser à tous les tentatives de recherche du patient zéro au moment du sida, alors qu'on sait qu'effectivement, ça ne peut être quelque chose qui se développe que de façon communautaire. Donc, trouver l'origine, c'est comme toute recherche des origines. L'origine exacte de la rumeur d'Orléans restera à jamais un mystère. Mais ce que les sociologues mirent au jour, c'est le milieu incubateur de la rumeur. Le milieu dans lequel elle va mûrir avant de se propager à toute la ville. Les chercheurs identifient quelques classes de jeunes filles de collèges religieux comme étant la caisse de résonance de la rumeur. Fantasmée et nourrie dans cet univers de jeunes adolescentes, elle va rapidement se répandre dans toute la ville par le bouche à oreille. En 1969, des rumeurs ont surgi un peu partout en France. À Paris, à Toulouse, Tours, Lille, Valenciennes, Poitiers ou encore Châtellerault, avec à chaque fois le scénario de la femme qui disparaît dans la cabine d'essayage. Cet univers lié à la traite des Blanches n'est donc pas propre à la ville d'Orléans. Vert amande, qu'est-ce que vous préférez? Vert amande, c'est très joli pour une blonde comme vous. Elle a été popularisée par la presse à sensation et par la littérature bon marché qui commence à faire des affaires de sexe un produit d'appel.
Dans le livre Un couvent dans le vent, publié en 1968, d'innocentes clientes subissent l'action d'un gaz hypnotique dans le salon d'essayage d'une boutique. Créé en 1947, Nous deux propose à ses lecteurs des romans photos mettant en scène des histoires sentimentales qui vont passionner les lecteurs semaine après semaine. En 1969, quelques semaines avant la propagation de la rumeur à Orléans, le magazine Noir et Blanc propose à ses lecteurs un numéro spécial entièrement consacré à l'esclavage sexuel. Ces publications offrent à une jeunesse libérée un stock relativement étendu de scénarios romanesques tout en y mêlant les craintes et les fantasmes liés à la traite des Blanches. Mais pourquoi à Orléans plus qu'ailleurs? Comment expliquer ici l'incroyable vigueur de la rumeur? Il faut chercher la réponse du côté des commerces incriminés. En 1969, Henri Licht possède une boutique de prêt-à-porter féminin appelée d'Orphée. Il y a un salon d'essayage au fond du magasin et un atelier de retouche au sous-sol. La rumeur assure qu'il y a eu 2 disparitions ici. On venait de prendre cette boutique et j'avais envie de révolutionner un peu la mode. Donc on a fait du yéyé. Et ça n'a certainement pas plu à certaines personnes de l'époque, parce que c'était un peu la libéralisation de la jeune fille, de la femme. Il y en a certaines qui venaient toutes seules au magasin. Voilà, j'ai fait du cours, j'ai fait du voilà, du yéyé. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues. Un an avant la rumeur d'Orléans, mai 68 résonne comme une libération pour une jeunesse française qui a jusqu'alors vécu bien souvent avec des sentiments de frustration. Orléans, comme le reste de la France, est à un moment de transition de son histoire. Elle tourne définitivement le dos à l'après-guerre pour s'inscrire dans l'ère de la modernité. Pour les femmes, nouveauté et désir de plaire s'associent pour lancer la mini-jupe à la conquête de la société. Les magasins de prêt-à-porter des centres-villes sont les lieux fascinants et actifs de cette nouvelle modernité féminine. Un lieu d'émancipation. Dans ce contexte, et au cœur du mythe d'Orléans, la cabine d'essayage où disparaissent les victimes attire l'attention d'Edgar Morin. Toute la description qui fait autour du salon d'essayage, qui est un lieu d'érotisme, d'auto-érotisme, de suggestion. C'est vrai que les commerçants nous racontaient que c'est un lieu où les jeunes filles se libèrent, en même temps rêvent à une certaine liberté. C'est vrai qu'on est à la période 69, du grand développement de la mini-jupe, ou de développement d'une culture adolescente, d'érotisation du corps, etc. Une autre caractéristique de la ville d'Orléans épouse le scénario mis au jour par Edgar Morin et son équipe de sociologues. D'après la rumeur, c'est par de mystérieux souterrains que les jeunes filles ont disparu. Clément Alix est archéologue à la ville d'Orléans. Depuis plusieurs années, il mène un projet d'étude sur les sous-sols de la ville. Ici, on est face
l'un des nombreux soupiraux qui aèrent ces cavités, ces carrières et ces caves, qui à l'origine ont été construits pour être des puits d'extraction, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire de ces conduits que l'on remontait en surface la pierre calcaire destinée à la construction. Et puis après, lorsque la cavité sert de cave, le conduit sert de système d'aération de soupirail. Donc on a ici un conduit qui remonte de manière verticale vers la surface sur une douzaine de mètres de hauteur. Alors, ce sont des cavités qui, au premier coup d'œil, lorsqu'on y descend, peuvent paraître assez tortueuses ou labyrinthiques. Mais en fait, dès lors qu'on s'y intéresse d'un peu plus près, on se rend compte que ce sont des espaces qui sont extrêmement bien aménagés, qui tiennent par exemple compte des limites de propriété de surface, hein, puisque au Moyen-Âge, la ville est déjà densément peuplée, lotie. Et donc, sous chaque parcelle de maison, on va trouver une carrière souterraine qui ne dépasse pas les limites de propriété. Alors, on peut parfois à la marge parler de réseau dans le sens où, au gré des rapprochements de propriété au fil de l'histoire, certaines de ces caves ou de ces caves-carrières ont pu être réunies entre elles par le percement de portes ou de passages. Mais on n'est pas dans l'image du labyrinthe qu'on pourrait avoir au premier abord. Utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale comme refuge pendant les bombardements, omniprésents sous toute la ville, ces souterrains sont connus de tous les Orléanais. En incorporant cet élément bien réel à son scénario, la rumeur en devient d'autant plus plausible dans l'imaginaire collectif des Orléanais. Régulièrement, cet étrange réseau souterrain se rappelle à la mémoire des habitants au travers des effondrements qu'il engendre dans le sous-sol de la ville. Un élément qui peut paraître anecdotique, mais un des détails de la rumeur d'Orléans, c'est le fait que les jeunes filles auraient été enlevées par l'intermédiaire de trappes ouvertes dans le sol des cabines d'essayage de magasins. On peut faire un parallèle avec évidemment l'accès à ces cavités qui s'effectue toujours systématiquement à l'origine par une trappe en bois située au niveau du sol du rez-de-chaussée qui dessert l'escalier. Y a-t-il d'autres éléments culturels, historiques propres à Orléans qui auraient par le passé confronté les Orléanais à des phénomènes de rumeurs ? Un étrange objet, conservé dans les réserves du musée d'histoire et d'archéologie de la ville, nous projette en plein Moyen-Âge. Il s'agit de la pierre des Bavardes. Cette pierre, en fait, symbolise la punition qui était infligée aux femmes à partir du Moyen-Âge, en fait, quand elles étaient prises sur le fait, c'est-à-dire de la médisance, de la rumeur, etc. Les hommes, eux, avaient le droit à une amende et les femmes devaient porter cette pierre autour du cou, pieds nus, et devaient déambuler à travers les rues de la ville. Très souvent, elles avaient une pancarte dans le dos qui indiquait la faute qu'elles avaient commise. Et puis, la personne qui avait été injuriée suivait le cortège, parce qu'il s'agissait vraiment d'un cortège. Hein. Les gens prenaient plaisir à suivre cette punition. Et elle avait même le droit de donner des coups d'aiguillon qu'on utilisait pour les bestiaux, pour se venger, pour malmener la pauvresse qui était déjà bien punie. À la base, c'était un châtiment religieux. C'était une faute importante. Et puis, ça s'est transformé en châtiment civil, mais on a continué à tenir pour négatif le fait d'être entre guillemets une commère ou d'être quelqu'un. Ça a toujours été très mal vu.
Je sais que de toute manière, j'aurais pu essayer une robe chez les Juifs. Comme dans les godasses, il faut essayer des godasses et puis ils leur font des piqûres aux pieds. Oui, c'est vrai. De toute manière, les gens n'auraient pas inventé ça, qu'il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Vous en avez entendu parler? Vous avez entendu parler de cette affaire? Non. Pas du tout. Non. Et autour de vous, on en a parlé. L'élément le plus frappant de la rumeur d'Orléans concerne sa nature antisémite. Tous les magasins visés par la rumeur ont un point commun. Les propriétaires sont tous juifs. Plus la rumeur enfle, plus ce caractère s'affirme. Alors en 1969, j'étais prof dans un collège tout près d'Orléans et j'ai appris tout à fait par hasard qu'il y avait une rumeur disant des choses complètement folles, que des femmes étaient enlevées, des jeunes filles surtout étaient enlevées dans certains magasins de la ville. Donc je suis arrivée au collège, je m'en rappelle, au début de l'après-midi, j'ai vu une collègue et je lui ai dit « Tu sais ce qu'on raconte ?» Cette histoire complètement dingue. Elle me regarde et me dit « Mais pourquoi je te croirais, toi ?» Ça a été un choc. Je dis « Tiens, d'abord pourquoi elle me dit ça ? Elle sait que je suis juive. Comment peut-elle le savoir puisque rien dans mon enseignement ni dans mes propos pouvait le faire penser, parce que ça ne rentrait pas dans l'enseignement, de toute façon, c'est une affaire tout à fait privée. » À partir de là, avec une de mes sœurs, on a observé ce qui se passait dans la ville et je me souviens que le samedi, ce samedi de début juin, c'était entre les deux tours de la présidentielle, il y avait un attroupement très important devant un des magasins tenu par un jeune commerçant juif et un attroupement très hostile. Mais je me souviens, il y a un gars qui est rentré avec un chien, un berger allemand, et qui nous a dit si j'avais une mitraillette, je vous descendrais tous. Voilà. Ça fait froid dans le dos parce que là, c'est quoi? C'est 20 ans après la guerre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que une partie de ma famille a été déportée. Et moi, tout gosse, j'ai des souvenirs. Mon père a été interné à Bonne-la-Rolande. Il s'est évadé. Il a eu cette chance-là. Et on est parti en zone libre. On n'est pas préparé à ça, de nouveau. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur le qui-vive. Orléans garde la mémoire des heures les plus sombres vécues par le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret retrace l'histoire de la déportation juive. C'est près d'Orléans que les victimes de la rafle du Veldiv et bien d'autres furent internées avant d'être déportées vers les camps de la mort. 25 ans seulement après ces atrocités, le caractère antisémite de la rumeur d'Orléans bouleverse la communauté juive de la ville. Les familles l'ont très très mal vécu, en particulier le propriétaire du magasin qui était le plus concerné par ces attaques. Lui-même, il avait porté, quand il était jeune, l'étoile jaune, et ça lui rappelait des choses absolument épouvantables. Et il a très très mal supporté, sa femme aussi. Enfin, et bon, c'était une époque difficile. Je sais qu'il y a une des commerçantes aussi incriminées qui finalement a immigré, n'est pas restée en France, elle est partie en Israël. Comment expliquer la dimension antisémite de la rumeur? Quels sont les rouages de ce mécanisme? Existe-t-il des précédents historiques à Orléans?
Quelle a été votre réaction personnelle? Est-ce que vous avez été surpris d'entendre ces bruits? Qu'avez-vous fait? Moi, ma réaction a été de trouver que c'était incroyable, cette histoire. Ça nous repoussait au Moyen-Âge. Comme je suis moi-même professeur d'histoire, et je sais que vers l'an 1000, il y a eu ici un pogrom de Juifs qui a commencé de la même façon. On a accusé les Juifs de faire du trafic de gens. Ça s'est terminé par un massacre, c'est très connu d'ailleurs. Alors, je ne suis pas particulièrement fier pour ma ville que des bruits aussi grotesques aient trouvé une audience. L'histoire ancienne de la communauté juive à Orléans expliquerait-elle cette haine? La méfiance envers cette communauté se serait-elle perpétuée au fil des siècles, se cristallisant à travers la rumeur en 1969? La communauté juive, elle est connue ici à partir du milieu du VIe siècle. Et donc, si vous voulez, ça fait partie des plus anciennes communautés juives de France. Donc voilà, les Juifs sont installés, la communauté juive est installée là où il faut être, c'est-à-dire au centre-ville, tout bonnement, hein, vraiment au cœur du cœur. Ce sont surtout, là comme ailleurs, des banquiers, des prêteurs sur gage, des usuriers, comme on disait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas autorisé par l'Église aux chrétiens, c'est interdit. En vertu de l'adage biblique, l'argent ne doit pas faire de petits, mais c'est autorisé par le roi. C'est autorisé par la loi civile. Donc l'histoire des communautés juives au Moyen-Âge, et hélas aussi après, c'est une alternance de semi-tolérance pour des raisons essentiellement économiques, parce qu'on les expulsait et pour qu'ils reviennent, il fallait qu'ils payent, il fallait qu'ils rachètent une maison, enfin, des biens, etc. Donc c'est une succession de semi-tolérance et d'expulsion. On a des flambées populaires anti-juives. Il y en a tout le temps. Dans ce XIIe siècle, il y a des flambées anti-juives qui, là, se manifestent avec des gens qui sont assassinés. Et là, on peut parler de pogrom. Alors, il y en a un à Orléans, on ne sait pas combien de gens ont été brûlés, mais il y a des jugements qui ont été prononcés avec la peine capitale d'être brûlés. Cette affaire débute par un meurtre rituel. Ce que l'enquête rapporte, c'est que des Juifs ont assassiné un enfant chrétien en lui fracassant la tête sur une pierre, et ils faisaient ça tous les ans. Et les Juifs recueillaient leur sang pour faire les matzot, c'est-à-dire les pains azimes, ce qui est absurde. L'accusation de meurtre rituel est continuelle dans l'histoire du judaïsme, mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore des gens sur Internet, vous regardez meurtre rituel par les Juifs, vous trouverez des gens qui sont convaincus que ça existe. Bon voilà, donc on les attaque sur quelque chose qui est important pour eux. Et là, donc, il y a des morts, effectivement. Fin mai 1969, la rumeur antisémite continue son inexorable propagation. Elle a désormais touché toutes les couches de la société orléanaise. Et on a pensé, ma sœur et moi, qu'on ne pouvait pas laisser passer les choses. On a donc décidé, je me souviens, le soir même, le samedi soir, on a écrit à la main, il n'y avait pas Internet à l'époque, on a écrit des lettres à tous les journaux français, sauf aux extrêmes, qui étaient l'extrême droite à l'époque, et aussi aux associations de défense des droits de l'homme. Et on a posté ces lettres le samedi soir parce que je me souviens qu'il y avait une poste un peu en dehors de la ville qui prenait le courrier même le samedi soir. Et le lundi matin, j'ai eu un appel d'un journaliste du Canard enchaîné qui s'appelait Morvan-Lebesque. C'est le premier appel. Et tous les autres ont suivi. Le 2 juin 1969, en informant les médias nationaux et les principales associations de défense des droits de l'homme, Éliane Klein et sa sœur donnent l'alerte à tout un pays. La rumeur n'est désormais plus une affaire strictement orléanaise. À partir du 7 juin, la presse nationale publie une série d'articles dénonçant la rumeur,
lui portant ainsi un premier coup vigoureux qui lui sera bientôt fatal. La rumeur se nourrit de tout, et ça a été jusqu'à cette idée qu'il y avait des souterrains qui aboutissaient dans la Loire et qu'il y avait un sous-marin de poche qui allait livrer ces pauvres jeunes filles vers le Moyen-Orient, quoi. Or, en fait, l'anecdote est simple, c'est-à-dire que c'est le président de la communauté juive qui, excédé par les questions qu'on lui posait, mais vous qui les connaissez bien, est-ce que c'est vrai? Il a dit, écoutez, c'est tellement vrai qu'il y a même des sous-marins qui remontent la Loire et qui viennent les chercher. Il avait dit ça le vendredi, et le samedi matin, on lui ramenait l'anecdote. Une simple blague peut devenir une certitude et s'incorporer à la rumeur elle-même jusqu'à un moment donné où ça devient proliférant et délirant. Ce qui fait que, à partir d'un moment donné, certains disent « ça c'est pas vrai, ça peut pas, c'est pas possible, ce n'est plus plausible, quoi. » Demeurées jusqu'alors silencieuses, les institutions officielles vont soudainement se prononcer et condamner publiquement la rumeur. Se livre alors un combat décisif entre le bouche à oreille et articles de journaux, entre le mythe et les démentis, entre la rumeur et la vérité. C'était important de faire savoir que tout le monde n'acceptait pas de répéter cette stupidité, mais très grave et très dangereuse, et qu'il y avait beaucoup aussi de gens quand même conscients, lucides et courageux, parce qu'à l'époque, il fallait prendre position ouvertement. Il y a eu donc une réaction de beaucoup d'Orléanais, des associations de défense des droits de l'homme, de partis politiques, d'associations, autres d'ailleurs, et il y a eu beaucoup de meetings, où là, vraiment, on a vu beaucoup de personnes que nous ne connaissions pas qui ont vraiment pris position sur cette rumeur antisémite, et ça, c'était vraiment un réconfort. Et en même temps, je dois le dire aussi, il y a eu un journaliste formidable qui s'appelle Henri Blanquet, qui a couvert tout ce que nous avons fait comme manifestation contre la rumeur. Et il y avait des articles dans la République du Centre pratiquement chaque jour. Et ça, c'était très important. J'ai eu tout de suite envie de me battre et de foutre la merde dans cette ville. Et vraiment, je l'ai dit au commissaire principal à l'époque, j'ai dit, si vous ne m'arrêtez pas ça, je vais vous foutre la merde. Et en définitive, on a mis la merde. Et ce commissaire, il nous a dit, vous vous rendez compte, monsieur Licht, s'il y avait eu une personne qui avait disparu pendant ce temps-là. Hein? Et c'est l'évêque d'Orléans, Monseigneur Yobé, aujourd'hui disparu, qui met le point final à cette affaire. Je vais vous lire un extrait de sa déclaration, car ce sont des choses qu'on ne rappelle jamais trop. Il dit « Je ne peux pas rester insensible à des faits de ce genre qui se produisent dans le diocèse dont j'ai la charge. Je le peux d'autant moins qu'il y a une vingtaine d'années, 6 millions de Juifs ont péri en Europe après une odieuse propagande organisée contre eux pour la seule raison qu'ils étaient Juifs. Il n'est pas permis de minimiser ce qui vient de se passer à Orléans. » Un autre événement va, semble-t-il, porter un coup d'arrêt à la rumeur. Le 1er juin 1969, les Français votent. Il s'agit du premier tour des élections présidentielles. Ces élections font suite au départ du général de Gaulle en avril 1969. Toute la population va se diriger vers les urnes, laissant pour un temps de côté la folle rumeur d'Orléans.
Fin juin 1969, la rumeur d'Orléans s'éteint. Edgar Morin avance alors une première hypothèse. Tournant le dos à la ville ancienne, la ville nouvelle qui jaillit de terre en périphérie d'Orléans métamorphose la cité. Cette confrontation entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde a donné lieu à la naissance de mythes nouveaux, comme la rumeur. Dans le livre de Morin, il explique un peu par une espèce de réflexion autour des métamorphoses de la ville, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que bon, pourquoi ici? Alors, on dit il y a une proximité de Paris. C'est une ville qui est en métamorphose, qui perd sa centralité, qui se développe, alors que disons qu'il y a moins d'intégration dans la société. Bon, non, moi je pense que c'est difficile de trouver. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est difficile de trouver une explication pourquoi ici, plus qu'ailleurs. En 1969, la rumeur a circulé de copine à copain, d'élève à enseignant, de fille à parent, de collègue à collègue. La rumeur s'est répandue dans les groupes de jeunes, dans les familles, dans les bureaux, dans les ateliers ou dans les usines, passant de bouche à oreille. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, une telle affaire pourrait-elle se reproduire ? Pascal Froissart est enseignant-chercheur en communication à l'Université Paris 8. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « La rumeur, histoire et fantasmes ». Alors, la rumeur d'Orléans comme exemple de rumeur est parfait, c'est-à-dire on voit quelque chose qui est de l'ordre d'une diffusion, d'une peur, d'un fantasme, d'une diffusion un peu informelle comme ça dans la ville avec des on-dit qui circulent et une reprise médiatique qui va finalement révéler la crise à Orléans lui-même et à la France elle-même. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du cas d'école. Dans les théories sur la rumeur, on se rend compte que ce n'est que depuis le début du XXe siècle que l'on prête ce pouvoir-là au mot, à la rumeur. Chez les Romains, chez les Grecs, on n'a jamais pensé que les mots avaient un pouvoir. Au contraire, on leur réfutait un pouvoir. Le seul endroit où on voyait un pouvoir, c'était éventuellement chez les Méduses, dans la mythologie grecque. Les Méduses qui suffisait de regarder la personne et ça pétrifiait la personne. Mais les mots eux-mêmes n'avaient pas ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on prête à la rumeur ce pouvoir, le pouvoir de tuer, par exemple. Souvent, on voit des titres de journaux, la rumeur qui tue, la rumeur a provoqué tel événement. Ça n'arrive quasiment jamais. Ce ne sont pas les mots qui tuent. En revanche, il y a bien des effets. Il y a bien la rumeur participe à un ensemble de phénomènes, mais de phénomènes médiatiques, sociaux, culturels, économiques. Par exemple, l'antisémitisme n'a pas attendu qu'il y ait une rumeur qui circule à Orléans en 69 pour répandre son venin sur la population juive ou non juive. Il y a donc là quelque chose de aussi très simplificateur de penser que la rumeur provoque quelque chose. En revanche, elle participe à un ensemble d'événements. Et là, on l'a vu, ça a aussi, ça a eu très peu d'effet sur Orléans, sur le commerce en général. Ça a eu un très gros effet sur quelques personnes qui, encore aujourd'hui, vont en parler avec de l'émotion dans la voix parce que ça les a touchés très profondément. Rumeur hier, fake news aujourd'hui. Au cœur des systèmes d'information modernes, les agences de presse centralisent les nouvelles provenant du monde entier. Au milieu de ce déferlement d'infos, comment faire la part des choses et déceler l'intox, la fake news? À l'agence France Presse, une cellule baptisée Factuel traque et débusque la fausse information.
des cas comme la rumeur d'Orléans. On peut retrouver les mêmes mécanismes aujourd'hui, mais là où c'était resté cantonné manifestement à Orléans, ça prendrait de l'ampleur en France, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'ubiquité. On touche tout le monde. Si vous prenez l'incendie à Notre-Dame, il y a eu énormément de théories, de rumeurs, de théories du complot, comme quoi ça serait un incendie volontaire, que ça serait des musulmans, des islamistes, etc., qui ont mis le feu. C'est intéressant de noter, on a beaucoup travaillé à l'AFP là-dessus, c'est intéressant de noter que la plupart des rumeurs sont venues de l'étranger, notamment via l'extrême droite américaine, par exemple, qui tout de suite a relayé des théories qui ensuite sont reprises en France. Donc on a vraiment un écho aujourd'hui qui dépasse les strictes frontières physiques, même culturelles, même linguistiques. Aujourd'hui, il y a une espèce d'international de la désinformation, où des gens qui ont les mêmes intérêts se retrouvent et finalement permettent à la fausse information de véhiculer à une vitesse extraordinaire. À l'heure du tout numérique, où l'information circule librement, existe-t-il encore la conscience qu'une rumeur pourrait naître, enfler et dégénérer de façon catastrophique? Comment gère-t-on ce risque? Pour pallier la circulation de rumeurs, de fake news, certains médias ont mis sur pied de véritables cellules de fact-checking qui ont pour mission de traquer la fausse information. C'est le cas du quotidien 20 minutes. La rumeur d'Orléans en 69, aujourd'hui, nous, journalistes, on l'a en mémoire quand, par exemple, on se trouve face à des rumeurs de camionnettes blanches conduites par des Roms qui enlèvent des enfants. Et ça a quand même conduit aujourd'hui à des agressions en règle contre la communauté Rom. Donc il faut être extrêmement vigilant à ce type de rumeurs qui renvoient à un imaginaire très fort, à des peurs archaïques extrêmement fortes, qui sont aussi bien dans notre imaginaire de contes de fées que dans la réalité des faits divers. Fabriquer une fausse information, c'est extrêmement simple. Ça prend à peu près 1 minute. Je fais un tweet, je prends une photo, je la décontextualise et ça part comme une balle. Derrière, il faut expliquer, non, cette photo ne correspond pas à cet événement, pourquoi, et sourcer l'information. Parce que quand vous adressez à des gens qui souvent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sont en défiance à l'égard des médias dits traditionnels, ne savent plus trop sur quel pied danser, et pour regagner leur confiance, ou en tout cas leur imprégner la culture du doute, il faut leur donner des arguments solides. Il faut se méfier de ses émotions. L'émotion n'est pas raison. En se laissant emporter par son émotion, on ne se dit pas d'où vient cette information. Est-ce que la personne qui me la partage est une personne fiable? Est-ce qu'elle est une première source, une deuxième source? Comment elle-même est au courant de cette rumeur ou de ce qui apparaît comme une information? Et est-ce que c'est cohérent? Est-ce que la personne qui dit il y a des enlèvements d'enfants, qui est-elle? Est-ce que la police a relayé ces enlèvements d'enfants? Qu'est-ce que c'est que cette camionnette blanche? Qu'est-ce que c'est que cette photo? D'où elle sort? Donc voilà, c'est tous ces réflexes qu'il faut avoir, mais que les personnes aussi acquièrent petit à petit. Et ça, ce travail, on doit le faire avec eux. On ne peut pas être seul, en fait, en tant que média. La rumeur est sans doute le plus vieux média du monde. L'exemple d'Orléans nous rappelle aussi qu'à la virulence de la rumeur succède bien souvent une forme d'amnésie et de honte. Les amis très proches, on nous a jamais tourné le dos. Et puis,
Je vous dis, ça quand même, ça s'est dégonflé. Et puis ils avaient honte après de certaines personnes qui ont cru cette chose-là. Ils ont eu honte. Hein. Après, ça c'est, on n'en a plus parlé. Hein. La rumeur d'Orléans, qui prend racine en 1969 dans les rêves et les angoisses de l'époque, s'est ensuite fixée sur la figure du juif comme bouc émissaire. Portée à la connaissance de tout un pays, cette rumeur perdit son caractère anecdotique et devint un mythe moderne, qui permet encore aujourd'hui d'entrevoir ce que les sciences humaines ont souvent du mal à sonder: l'inconscient collectif.